Salut tout le monde, nouvelle vidéo. On va parler de plein de choses parce qu'il y a plein de choses à dire. On va parler du CAC 40, comment il évolue actuellement. On va parler de certaines valeurs françaises qui sont notamment en baisse, plus ou moins à la suite de leurs résultats qui ont été parfois bons, parfois mauvais. On va voir ça ensemble. Bien sûr, qui dit baisse de valeur dit opportunité éventuelle, hein. On va revoir ça ensemble aussi. Et bien sûr, dans ce double contexte, pourquoi j'appelle ça double contexte? Parce que, un, il y a le contexte français, avec le projet de loi et finances 2025, hein, faut trouver ces 60 milliards d'euros. Et deux, ce sont bien sûr les élections américaines dans quelques jours qui peuvent impacter les marchés. Bien sûr, si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à cliquer sur la touche s'abonner, à mettre un pouce vers le haut pour le référencement, merci, et à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Bon, bah tiens, puisqu'on parle des élections américaines, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça aura lieu le mardi 5 novembre 2024. Et puis, comme vous le savez, aux États-Unis, ça se passe pas comme en France. En général, il n'y a que deux candidats, un démocrate, un républicain. Donc, la candidate démocrate, c'est Kamala Harris qui succède à Joe Biden, hein. Et le candidat républicain, bien sûr, c'est Donald Trump que l'on connaît déjà. Comme vous pouvez le voir, hein, leur, leur campagne présidentielle, elle est quand même, elle est quand même dingue, hein. Ils s'envoient de ces tacles-là. Enfin bref, Biden fait une boulette et parle d'ordures pour ceux qui votent Trump ou un truc du genre. Du coup, Trump, qu'est-ce qu'il répond? Et ben, il se fait fabriquer, customiser un camion de benne à ordures avec écrit Trump 2024 dessus. C'est assez marrant quand même. Il y a du culot, il y a de l'audace. C'est pas mal, hein. Bon, je dis pas que j'apprécie particulièrement le personnage, hein, parce que bon. Voilà, il est particulier, hein, si je puis dire. Donc c'est assez marrant parce que nous, ils se trashent un peu Le Pen et Macron à l'époque en 2022, mais c'était pas aussi comique. Et là, ils savent être comment dire spectaculaires. Alors je vous disais que ces élections présidentielles pouvaient impacter les marchés, notamment boursiers. Alors en fait, les États-Unis, ils sont pro action parce que ça cotise pour leur retraite, ça fait partie de leur système de fonctionnement de retraite, ce qui n'est pas notre cas en France, ce qui s'appelle une retraite par capitalisation, si je puis dire. Donc que ce soit Trump ou Harris, ça ne changera pas grand-chose sur les actions. Par contre, ce qui risque de changer, c'est leur politique. Kamala Harris, elle est plutôt en quête de stabilité, on va dire, dans le monde, hein, c'est le côté, on va dire, démocrate, hein, en tout cas c'est l'impression que j'ai en voyant cette candidate. Trump, lui, c'est business, monnaie, faites pas chier et laissez-moi vivre comme je l'entends. Et bien sûr, il est milliardaire, donc du coup, il peut faire un peu ce qu'il veut. Donc en fait, lui, par contre, avec ses dingueries, s'il est élu, eh bien, les marchés seront contents parce que je vois autour de moi que les investisseurs boursiers, pour le bien de leur portefeuille, souhaitent que ce soit Trump, parce que si c'est Trump, du coup, lui qui aime l'argent, ben du coup, ça va faire plaisir aux actionnaires, hein. En tout cas, c'est l'impression que l'on a. Je parle même pas encore des actionnaires de Tesla, hein, pour lequel Elon Musk il a financé la campagne de Trump via une pétition. Enfin bref, ça aussi c'est un truc de dingue, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, là où ça peut influer sur les marchés, là je vous ai donné le côté positif, mais c'est plutôt aussi le côté négatif. C'est si jamais, eh bien, il décide de faire la guerre. Alors il fera pas la guerre avec des armes, lui, mais lui il fera une guerre ce qu'on appelle commerciale, c'est-à-dire que en fait lui, comme il est à fond américain, le reste du monde il s'en fiche. Eh bien, que va-t-il se passer? Ses ennemis, il y a quelque temps, c'était les Chinois. Maintenant, ses ennemis, c'est les Chinois, les Russes et l'Europe. Alors, les Russes, c'est pas trop le cas en ce moment, parce que concernant l'Ukraine, s'il est élu, en gros, il dit qu'il va régler ça en 24 heures ou en très peu de temps. Voilà. Israël, c'est pareil, hein, s'il est élu, il dit qu'il va régler les choses rapidement. Mais son principal ennemi, on va dire économique, commercial, c'est en ce moment l'Europe.
Et là, ça fait un peu peur parce que justement, qui dit Europe dit Eurostoxx, qui dit CAC 40, qui dit valeurs françaises et qui dit nos principales actions dans nos portefeuilles. Donc, si lui se met à taxer tous les produits non américains, hein, en termes de douane, hein, c'est ce qui se passe actuellement pour les voitures chinoises qui viennent en Europe, bah là, lui, s'il fait pareil aux États-Unis avec tous les produits non américains, eh bien, on est mal barré. Ensuite, il y a le contexte français, hein, comme vous avez pu le voir ou l'entendre. En France, en ce moment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Pourquoi? Parce que la vie reste chère, parce que nous n'avons un président qui est pas du tout apprécié, voire c'est le plus détesté. Nous avons un gouvernement qui n'a pas vraiment été élu et qui est là pour soi-disant sauver les meubles, mais vu la situation de la France, eh bien, en fait, il donne l'impression que c'est déjà trop tard. Pourquoi ça paraît déjà très tard, pour ne pas dire trop tard? Eh bien, parce que nous avions un ministre de l'économie qui s'appelait Bruno, hein, Bruno, vous voyez de qui je parle, qui lui avait dit qu'il fallait trouver 20 milliards d'euros. Et en fait, finalement, il faut trouver pas 20 milliards, mais 60 milliards d'euros. Et bien sûr, c'est à se demander si on est toujours un État souverain parce que nous dépendons des agences de notation type Standard Poor's, Fitch et Moody's qui justement on tremble à l'idée qu'ils puissent baisser notre fameuse AA, hein, c'est pas les piles du Racel que vous mettez dans votre télécommande, mais c'est la note de la France qui justement permet de savoir si la France est un bon investissement, si la France est fiable en termes de finances, si on peut lui prêter de l'argent facilement ou au contraire, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir nous rendre cet argent avec des intérêts bien sûr. D'ailleurs, puisqu'on parle de finances dans notre pays qui est la France, il y a ce fameux PLF 2025, donc projet de loi des finances 2025, pour lequel un gouvernement a été mis en place le 22 septembre, hein, le fameux gouvernement Barnier, qui a pour mission de trouver 60 milliards. Alors, comment ils vont les trouver, ces 60 milliards? L'idée, c'est quoi, hein? Leur feuille de route, c'était d'avoir exactement 19 milliards, 19,3 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires, de 21,5 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, et enfin, d'une contribution des collectivités locales à hauteur de 5 milliards d'euros. Et j'ai oublié, bien sûr, la Sécu, bien sûr, la Sécu pour laquelle on lui demande 15 milliards d'euros. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Ça part dans tous les sens. Vous avez entendu, ils veulent taper sur les Airbnb. Bon, ça fait longtemps qu'ils veulent taper sur les locations meublées, touristiques, les locations de courte durée, donc type Airbnb ou Booking, etc. Donc là aussi, les propriétaires qui ont réussi à avoir ce type de logement, qui ont travaillé dur pour avoir ce type d'investissement et pour se faire un peu d'argent pour tenir et puis se constituer une retraite, hein, parce que bien sûr, ce qu'on dit pas, c'est que les retraites sont en train de baisser et justement, on n'est jamais vraiment sûr que cette retraite puisse subvenir à nos besoins. Vous voyez, les petits vieux maintenant, ils touchent même pas 1000 balles par mois, ils sont en train de crever la bouche ouverte, hein. Donc là, le fait d'avoir un patrimoine et d'avoir des logements type Airbnb, ça permet de compléter un peu ses revenus et de permettre de vivre dignement pour certains. Donc taper sur les Airbnb, déjà ça a été très très mal perçu pour la plupart d'entre nous. Ensuite, il y a eu les dividendes. Les dividendes avec la fameuse flat tax. Alors non, pardon, la flat tax, c'est plus exactement l'ensemble la taxe qui touche l'ensemble des placements financiers. Donc, cette flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique de 30%, à un moment donné, il parlait de le faire monter jusqu'à 40%. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Une imposition de 40%, c'est presque la moitié. Finalement, ils avaient dit peut-être 33%. Finalement, c'est pas passé. Mais on n'est pas à l'abri d'un 49,3. Il faut pas l'oublier. Même si, non, non, on est une démocratie, on va essayer de voter les lois, là, là, là. Non, il y a le 49.3, ça fait des années qu'on mange du 49.3.
Donc, faudra pas faire les étonner s'il y a un 49.3 qui tombe à la fin de, de tous ces échanges, hein, ces pseudo-échanges, hein, parce qu'à la fin, on va tous ramasser. On va payer pour les bêtises du gouvernement. Ensuite, il y a un truc, alors ça, vous allez dire, on n'est pas concerné. Peut-être que ça peut fonctionner. C'est une hausse, une taxe de 2% sur les très 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 hauts revenus, les milliardaires. Alors je me rappelle plus le seuil exact, mais il y aurait cette taxe de 2%. Elle a un nom, dites-le moi en commentaire là. Elle a un nom propre, le mec qui a dû l'inventer. Si ça passe, ouais effectivement, ça peut renflouer les caisses. Et vous allez me dire, c'est des milliardaires, ça va leur faire ni chaud ni froid. Mais bon, ces milliardaires, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont fait l'optimisation fiscale pendant des années. Et donc eux, s'ils estiment être la vache à lait du gouvernement, eh ben en fait, en créant des emplois, en ayant des entreprises de dingue, etc., si on les fâche, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se barrer. Et s'ils se barrent, eh ben il y aura plus de sous pour le pays. Donc vous voyez, c'est un peu vicieux quand même, c'est un peu délicat hein, de demander à des gens qui lâchent beaucoup de pognon de en lâcher encore plus. Donc voilà, chacun son point de vue, mais en tout cas, ça pue beaucoup pour notre pays, la France. Il y a eu également le retour de la taxe d'habitation. Alors ça aussi, hein, une promesse de campagne, elle a été retirée et tout. Et puis maintenant, tiens, si on la remettait. Sans compter, voilà, l'effort demandé aux collectivités locales, hein. Je ne sais pas si vous connaissez des maires de certaines villes autour de vous, bah, ils tirent la langue là, ils sont en train de dire: «Attendez, nous, on a fait comme on a pu et maintenant, on nous demande encore de trouver des ronds, alors qu'on est déjà à sec». Ensuite, après avoir décidé de taper sur les plus aisés d'entre nous et de taper sur les collectivités locales qui disent qu'ils n'en peuvent plus déjà, eh ben bien sûr, ils ont continué à vouloir taper sur la sécurité sociale. Et pour ce faire, ils ont augmenté le délai de carence. Avant, quand vous tombiez malade et que vous aviez un arrêt maladie, il y avait un seul jour de carence. Là, ils veulent passer, je crois, à 3 jours de carence. Les jours de carence, c'est des pertes de salaire, carrément. Donc déjà que le salaire, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas élevé. Si on perd 3 jours de salaire, 3 jours de salaire sur 30, ça fait quand même un dixième. C'est quand même beaucoup. Sur 2 000 euros, ça veut dire que vous perdez 200 euros. La volonté de baisser le nombre de RTT, donc des jours de repos, voilà, une réduction du temps de travail, ça aussi, hein, notre pays, la France, s'est battu pour obtenir ce genre de droit, hein, les RTT, les 35 heures hebdomadaires. Là, ils parlent plus du tout de 4 jours hebdomadaires comme c'est en train d'être expérimenté en Allemagne et dans d'autres pays, hein. Nous, on est clairement là, il faut taper sur tout le monde. Donc ça fait un peu chier, hein, désolé pour le mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Et bien sûr, il y en a d'autres, comme la suppression d'un autre jour férié de type lundi de Pentecôte, voilà, enfin. Le plus important, c'est qu'ils nous rajoutent tout ça en plus de la réforme des retraites, où il faut bosser 2 ans de plus pour cotiser encore plus. Ça fait beaucoup quand même, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que je pense pas que vous soyez insensible à tout ce qui se passe avec toutes ces annonces, un coup oui, un coup non, un coup on va taper sur lui, puis finalement on va taper sur l'autre, puis finalement non, ça va être rejeté, puis il y aura peut-être un 49.3. Enfin, forcément, vous pensez quelque chose, donc dites-le moi en commentaire. On pourra discuter, hein, peut-être que vous partagez pas le même point de vue que moi, hein, tout simplement. Donc c'est ça la richesse aussi des réseaux sociaux et des discussions humaines, hein. En attendant de savoir à quelle sauce on va être mangé, je vous propose de voir ensemble le CAC 40 et les différentes valeurs qui pourraient être des opportunités. Voici donc le CAC 40 en bougie japonaise en graphique journalier. Comme vous pouvez le voir, eh ben, ça va pas du tout, hein, que des bougies rouges dernièrement. Donc vous voyez, on se rapproche d'un support que ProRealTime me décrit à 7352,30. Bourse Direct décrit des supports sur le futur CAC. Là, je vous montre le CAC 40 cash. Sur le futur CAC, qui est similaire, mais qui peut prédire quelques heures avant le CAC 40. Les supports décrits par Bourse Direct, c'est 7296. Donc ce serait
ici, à peu près, d'accord? Puis 7168, donc ça colle à peu près avec ce trait-là, d'accord? Et puis 7040, donc proche des 7000 points. À l'inverse, les résistances décrites par Bourse Direct sont 7432, 7518, 7588 et 7663, et puis plus loin 7827. Donc grosso modo, on était entre 7400 et 7600, voilà, comme vous pouvez le voir. Et en fait, on vient de sortir par le bas, donc ça pue franchement. Après, là, il y a eu un gap, hein, comme vous pouvez le voir. Là, il y a un gap hein, ici, donc il y a un trou de cotation. Donc en général, ça tend à être comblé. Donc je ne serais pas surpris si ça remonte un peu, mais en tout cas, voilà, ça c'est mauvais parce que là, on est sur une tendance baissière, on est en train de latéraliser, c'est plus ou moins bien pour laisser respirer le marché. Mais bien sûr, comme tout investisseur du CAC 40, on aimerait que ça monte. Alors, bien sûr, ça c'est un indice, donc du coup, il faut se concentrer sur des valeurs qui ont dû pas mal corriger, hein, qui font partie du CAC 40 et qui pourraient présenter des opportunités. Alors bien sûr, je vous partage seulement mon avis, hein, ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais en tout cas, je pense qu'il peut y avoir des opportunités pour ces valeurs suivantes. Voilà, Accor par exemple, qui cote actuellement 41 euros et 68 centimes, et ben si elle redescend aux alentours de 38, 39 euros, je pense que ça peut être pas mal. Même chose pour Air Liquide. Air Liquide, c'est une valeur bon père de famille hein, dans la plupart de la tête des investisseurs. S'il reste autour de 160, 165 euros, ça peut être un bon point d'entrée. Il y a également AXA. AXA, les assurances, apparemment, c'est en pleine forme hein, comme secteur, les assurances. Si elle retourne en dessous des 33 euros, donc là actuellement elle cote 34 euros et 33 centimes. Si elle redescend en dessous des 33 euros, ça peut être sympa de se positionner dessus, hein. Bien sûr, après, il n'y a pas de, ces secteurs qui sont en forme, il n'y a pas de grosses perspectives de croissance. Néanmoins, elles sont en tendance haussière, voilà. Ensuite, il y a BNP. Alors BNP, voilà, il y a ce dividende de 4,60 € comme vous le savez. Elle monte, elle descend, mais en tendance haussière de long terme. Là, actuellement, elle a publié ses résultats qui étaient plutôt bons, mais il y a eu une grosse prise de bénéfice ce matin de l'ordre de moins 6%. Elle est passée de 65 euros à 60,60 € au plus bas. Là, actuellement, elle est à 61,79 €. Bah, écoutez, si elle retourne en dessous des 60 euros, allez-y, hein, elle va remonter aux 68 euros, 68 euros. Moi, si j'en suis convaincu, j'ai un PRU à 58 euros, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, clairement, je fais du trading sur cette valeur, donc je cache pas mes investissements, hein, je vous dis vraiment le fond de ma pensée. Ensuite, à Capgemini. Capgemini, bon, elle a publié des résultats décevants, où justement, je la voyais plutôt monter avec l'essor de l'IA. Donc là, je visais aux alentours d'un support de 180, 182 euros. Elle est descendue là actuellement, Capgemini, elle est à 161 euros et 90 centimes. Si elle passe sous les 155 euros, je pense que ça peut être une bonne opportunité parce que là, je vous dis, ce sont des valeurs que je pense qui vont remonter plus tard. Donc voilà. Essilor Luxottica, on en a parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je l'ai vendue à 222 euros. Elle est montée jusqu'à 222 euros et 50 centimes exactement. Et depuis ce pic, elle ne fait que baisser. Là, actuellement, Essilor cote 213 euros et 40 centimes. Si elle retourne en dessous des 202 euros, ça pourrait être sympa. Vraiment, Essilor Luxottica, c'est une très bonne entreprise. Elle s'associe avec Meta, avec les lunettes, on a la pub partout. C'est un truc de dingue. Ensuite, il y a les valeurs du luxe avec Hermès. Hermès, si elle redescend aux alentours des 1950 euros, ça peut être une très bonne opportunité d'investissement parce qu'elle va viser de nouveau les 2400 euros. Alors je rappelle que Hermès, elle est différente des autres valeurs du luxe parce qu'en fait, c'est une valeur du luxe, mais également, elle intervient dans la sellerie. Tous ceux qui sont amateurs d'équitation, ils connaissent forcément Hermès. Et eux, ils sont un leader là-dedans. Donc, voilà, je sais pas si c'est vraiment le plus gros de leur chiffre d'affaires, peut-être pas, mais en tout cas, ils ont un certain monopole et voilà pourquoi Hermès se distingue des autres valeurs du luxe, notamment. Bien sûr, il y a LVMH. Alors LVMH, je l'ai en portefeuille, vous le savez. Elle a baissé jusqu'à 590 euros dernièrement. Elle est en tendance baissière, ça c'est vrai, hein, je peux pas vous mentir. Néanmoins, si elle remonte
et elle remontera parce que on s'agit d'LVMH, à Louis Vuitton. Ils ont du cash à ne plus quoi savoir en faire. Le mec, ça fait 30 ans qu'il défonce tout le game. C'est quand même une valeur historique. Alors, je vous dis pas qu'il faut être amoureux de la valeur de LVMH. Néanmoins, tous ceux qui ont souhaité être actionnaires de LVMH, regardez bien l'analyse technique, regardez bien l'analyse fondamentale. En tout cas, même s'il y a eu la baisse avec la Chine, ça va pas être en baisse toute leur vie, hein. LVMH, c'est quand même une valeur, voilà, c'est le luxe, ça restera toujours du luxe. Donc moi, je pense qu'il y avait une opportunité, et il y en a eu une, quand elle a baissé à 590 euros, sous les 600 euros. Moi, je pense que ceux qui n'avaient pas ce titre, ils auraient dû rentrer sur ce titre, parce qu'après, elle est quand même montée jusqu'à 640 euros, et là, ça aurait quand même fait du 8% sans suer en 2 jours. Alors là, les traders, ils ont dû se régaler. Ensuite, il y a une société sympa, c'est L'Oréal. L'Oréal, franchement, il y a eu des prises de bénéfices, là elle baisse, mais certains l'associent au luxe. Moi je la mets à part parce que c'est les produits de beauté et toutes les meufs là, toutes nos influenceuses, forcément elles ont eu du L'Oréal à un moment donné dans leur vie ou un truc similaire, en tout cas du groupe L'Oréal. Et si c'est pas L'Oréal, c'est Estée Lauder. Si c'est pas Estée Lauder, c'est Coty. Enfin bref, la beauté restera la beauté. Il y en aura toujours besoin. Donc, je me fais pas de soucis pour L'Oréal. La famille de Bédancourt, elle a encore bien des années devant elle. Ils ont encore beaucoup d'argent, beaucoup d'oseille à se faire. Donc là, actuellement, L'Oréal, elle cote 345,50 euros. Alors, moi, je vous ai mis, voilà, si elle reste entre 330 et 350 euros, je pense que c'est un bon point d'entrée parce que là, on peut viser facile 430, 440 euros, voire même les plus hauts aux alentours de 450, 460 euros. Ensuite, il y a Michelin. Même si le secteur automobile est en berne, même s'ils ont fait une baisse de chiffre d'affaires, on consommera toujours du pneu, ça c'est certain. Et si les voitures ne consomment plus du pneu pour X raison, il y a toujours les avions, il y a toujours les vaisseaux spatiaux, hein, ceux qui vont sur la Lune, etc. Les vélos même, il y a des vélos avec des pneus Michelin, vous vous rendez compte? Moi, je voulais y rentrer, mais j'ai jamais pu y rentrer sur ce titre de manière intéressante. Là, si elle repasse en dessous des 30 euros, moi je pense qu'il y a moyen de se faire un bon petit billet et remonter jusqu'aux 38 euros. Je sais plus combien elle lâche de dividendes, mais je crois qu'elle lâche au moins 1 euro de dividende. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a Publicis. Publicis, c'est les pubs. Là, elle cote actuellement 98 euros. Si elle redescend en dessous des 90 euros, je pense que ça peut être une bonne opportunité. Après, bien sûr, il faut regarder hein, leur rapport financier, etc. Safran, l'aéronautique, la défense. Si elle redescend en dessous des 190 euros, là, elle cote actuellement 208,8 euros. Si vraiment elle repasse en dessous des 190 euros, je pense qu'il faut y aller. C'est une très bonne boîte Safran. Et en plus, elle est soutenue par l'État. Enfin bref, c'est une très très belle valeur. Et en plus, le budget défense, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'a pas bougé, ou du moins il tend à être augmenté. Donc c'est la programmation des budgets gouvernementaux. La défense, elle va pas être lésée. Donc Safran et Thales, ils ont encore de l'avenir devant eux. Donc d'ailleurs, Thales, j'en étais pas là, mais bon, je vous le dis. Thales, si elle retourne autour des 135-140 euros, ça peut être pas mal. Thales, actuellement, elle cote 148 euros. Donc, si elle repasse sous les 140 euros, je pense que ça peut être une bonne opportunité d'achat. Ensuite, il y a Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, c'est celle qui a brillé dernièrement à l'annonce de ses résultats. Si elle retourne autour des 70 euros, 70, pardon, 72 euros, je pense que ça peut être une bonne opportunité d'achat. Alors après, Saint-Gobain, ça dépend du secteur bâtiment, travaux publics, hein, BTP. Donc ça aussi, il faut regarder hein, tout ce qui est immobilier, immobilier neuf, etc. Faut se renseigner hein, parce que ça aussi, le secteur immobilier, il est en berne en ce moment, hein, tout comme le secteur automobile. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas des valeurs automobiles, je ne parlerai pas de Stellantis, qui au passage reste autour des 12 euros, hein, et elle est montée transitoirement à 12,09 €. Voilà, elle va rebaisser, hein. Les résultats sont publiés ce soir, enfin après clôture, hein. Donc vous allez voir, ils vont pas être bons, et on va viser les 10 euros, et donc malheureusement c'est comme ça. Schneider Electric, actuellement, il y a une histoire d'amende parce qu'ils ont fait une concurrence déloyale. Ils se sont mis d'accord avec le grand pour laisser leur prix élevé. Et donc, ils sont sous le coup d'une amende. Il y a aussi Rexel et j'ai plus quel autre fournisseur.
dans le même style que Rexel. En tout cas, ils vont avoir une amende, je crois, de 2 milliards d'euros, mais ça va pas forcément impacter les marchés. Schneider Electric, ils sont plutôt balèzes. Et à la différence de Legrand, eux, c'est plutôt une valeur de croissance. Legrand, elle est rangée entre 80 et 100 euros dernièrement. Voilà, là, Schneider Electric, elle cote actuellement 238 euros. Si elle baisse, c'est des théories, hein, mais en tout cas, si elle baisse en dessous des 215 euros, moi je pense qu'il faut y aller. Parce que c'est une valeur, à moins qu'il y ait un scandale, un truc où vraiment ils ont fait de la merde, mais si elle continue dans sa lancée et que transitoirement elle baisse en dessous des 215 euros, moi je pense qu'il faudra y aller, hein. C'est une très belle affaire, hein, si elle passe en dessous des 215 euros. Ensuite, Total Énergie, c'est une valeur un peu défensive, hein, comme je vous l'expliquais, qui verse des dividendes trimestriels de l'ordre de 75-79 centimes tous les trimestres, donc ça fait à peu près 3 euros par an. Elle cote à autour de 60 euros. Elle tient, malgré la baisse un peu du coût du baril de pétrole, hein, du Brent et du WTI. En tout cas, là, actuellement, elle a publié ses résultats et eu une baisse. Et là, elle cote actuellement 57 euros et 44 centimes. Eh bien, si... Là, je pense qu'on peut en acheter, hein. Il n'y a pas vraiment de souci. Voilà, moi j'ai un PRU de 59 euros et 29 centimes exactement. Je suis pas inquiet pour autant pour Total, hein. Et pour vous dire, hein, j'ai 100 actions Total, donc je suis assez serein. Par contre, voilà, la plupart des investisseurs avec qui j'ai discuté, ils aimeraient que ça redescende à 55 euros. Si ça touche les 55 euros, ils en rachètent. Donc voilà. Donc si je peux vous dire, entre 55 euros et 57 euros, ça peut être un excellent point d'entrée pour Total Energy. Et enfin, je terminerai par Vinci. Vinci qui se démarque totalement de Eiffage, mais qui a quand même bien corrigé. Là, actuellement, elle cote 102 euros et 35 centimes. Aux alentours de 100 euros, allez, 98 c'est le support à peu près, mais si vous êtes entre 98 et 100 euros, c'est un très 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 bon point d'entrée pour Vinci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à dire en commentaire ce que tu en as pensé, de discuter un peu de cette fiscalité. C'est hyper intéressant parce que ça nous concerne sur la vie de tous les jours. Et puis je te dis à plus pour de nouvelles aventures.